Bonsoir à tous et bienvenue, regardons ensemble les titres de l'actualité de ce samedi. L'heure est désormais aux constatations. Au lendemain du passage de la tempête Alex, les habitants de Saint-Martin en Vésubie sont sous le choc. Après le passage de cette tempête en Bretagne, les secours s'organisent et dans les Alpes-Maritimes, 18 personnes sont portées disparues. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Côtes d'Armor sont placées ce soir en vigilance orange pour pluie et inondations. Nous serons en duplex depuis la Bretagne avec David May. À un mois de l'élection américaine, la campagne de Donald Trump a dû être stoppée suite à son hospitalisation hier soir. Le président américain a été testé positif au Covid-19. Nous verrons si cela peut avoir un impact sur la fin de son mandat et sur sa campagne électorale. Le Covid-19 et ses inquiétudes, y aura-t-il un reconfinement? Doit-on s'attendre à un aggravement de la situation? Nous retrouverons le médecin urgentiste Gérald Kierzek qui répondra à nos questions. L'Allemagne fête aujourd'hui, en ce 3 octobre, ses 30 ans de réunification, mais est-ce réellement au point? Cette réunification avait eu lieu après 4 décennies de division entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Retour sur cette union à la fin de ce journal. 21 000 foyers privés d'électricité et des dégâts considérables en Bretagne au lendemain du passage de la tempête Alex. Un conducteur de scooter est décédé après la chute d'une branche d'arbre. Les Alpes-Maritimes sont également concernées ce soir et ont été très touchées. 18 personnes sont portées disparues, dont 2 pompiers, et l'armée a été déployée pour renforcer et ravitailler les habitants. On retrouve en duplex tout de suite David May de Saint-Brevin-les-Pins dans la Loire-Atlantique. Des rafales jusqu'à 186 km/h ont été enregistrées. Quelle est la situation sur place ? Bonsoir Steven, alors en effet je me trouve ici à quelques kilomètres du pont de Saint-Nazaire qui est juste derrière moi, vous l'apercevez. Alors ici je me trouve à Saint-Brévin. Le pont de Saint-Nazaire a été fermé hier pour quelques heures puisque des rafales de 110 à 120 km/h se sont fait ressentir. Vous l'entendez sûrement derrière moi, le vent qui souffle encore. Le plus gros de la tempête a été ressenti à Belle-Île avec 186 km/h, des dégâts considérables à Quiberon et à Vannes. Des dégâts se sont fait ressentir sur les routes. En Loire-Atlantique, la ligne de TER et de TGV, le Croisic-Nantes, a été fermée. Maintenant, la tempête se dirige vers le sud de la France, vers Nice. Elle a fait une grande boucle, repassant par la Bretagne, par les Charentes-Maritimes. Voilà, Steven, sur ce que l'on pouvait dire sur cette tempête. Merci beaucoup David May pour ces précisions depuis Saint-Brevin-les-Pins. On fait donc le point sur la situation avec vous dans les Alpes-Maritimes cette fois-ci où les bâtiments ont été dévastés par le passage de cette tempête. Emmanuel Macron dit apporter son soutien aux renforts sur place qui sont mobilisés. Il a une pensée pour les victimes. 12 000 foyers sont donc privés d'électricité. Là aussi, les secours sont donc mobilisés. Le Premier ministre Jean Castex et Gérald Darmanin se sont exprimés sur place. Reportage David May. Près de 1000 sapeurs-pompiers ont été déployés dans les Alpes-Maritimes au lendemain de la tempête Alex, a indiqué le porte-parole du SIDIS du département ce samedi 3 octobre. Nous avons eu à faire plus de 380 interpellations depuis le début des intempéries, a-t-il ajouté. 10 personnes sont recherchées et 8 autres sont portées disparues, selon le dernier point de situation effectué par les pompiers des Alpes-Maritimes. 2 pompiers figurent également parmi les 8 disparus confirmés. Jean Castex s'est rendu sur place aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a cité « J'ai déjà engagé la procédure de catastrophe naturelle afin que le Conseil des ministres et le président de la République puissent le déclarer dès mercredi prochain », a annoncé ce samedi le Premier ministre, évoquant sa vive également inquiétude sur le bilan définitif. Il a également annoncé des renforts militaires pour venir en aide aux secours. Pour le bilan de ces intempéries, 10 personnes sont toujours à rechercher, 8 sont portées disparues, 30 interventions sont encore en cours à l'heure actuelle, 83 pompiers sont encore sur place, 8000 interventions ont eu lieu, 12 000 foyers ont été privés d'électricité, 379 mises en sécurité ont été effectuées, 140 d'entre elles ont eu lieu par hélicoptère. Vive inquiétude du Premier ministre, donc Jean Castex, ce samedi. Toute autre chose à présent, partons en Seine-Saint-Denis où 5 personnes, dont un adulte et 4 enfants, ont été tuées. 3 autres adultes seraient en urgence absolue après ce qui ressemblerait être un drame familial. L'auteur des faits présumés serait l'oncle des enfants.
une famille qui serait pakistanaise. Il serait légèrement blessé. Les faits auraient eu lieu ce matin aux alentours de 11 h dans un pavillon situé à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l'habitation. Une cellule psychiatrique a été mise en place pour les familles et enfants qui fréquentaient la même école que les enfants qui ont été retrouvés tués. Les motivations de cet acte sont encore pour l'heure inconnues. Une enquête a donc été ouverte. L'actualité à l'étranger nous ramène à ce coup de tonnerre également à 32 jours de la présidentielle américaine. Le président américain Donald Trump est candidat à sa réélection, a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19. Bonsoir Mikey Supplon, que sait-on de cette hospitalisation ? Le président Donald Trump a été testé positif au Covid-19 le 2 octobre. Il a été transporté en hélicoptère, puis admis à l'hôpital militaire Walter Reed, dans les banlieues de Washington. On lui a injecté un cocktail expérimental. Nous savons aussi que sa femme et ses équipes ont été testés positifs au Covid, mais Donald Trump se sent très bien d'après lui. Nous le surveillons de très près au cas où il y aurait des développements, ou une complication due au virus, ou une réaction aux médicaments que nous lui avons prescrits pour que son état s'améliore. Nous surveillons ses fonctions cardiaques, ses fonctions rénales, hépatiques. Elles sont normales. Et ce matin, le président n'a pas d'assistance en oxygène. Il n'a pas de difficulté à respirer. Il a aussi eu le soutien du président chinois et de son adversaire Joe Biden. Et que se passerait-il si le président Donald Trump ne pouvait plus assurer ses fonctions ? Ce sera le vice-président Mike Pence qui assurera alors la dérive des fonctionnaires, bien entendu le temps de sa maladie, et laissera le président reprendre son office dès que l'incapacité levée pour le moment. Mike Pence est encore testé négatif au coronavirus car le 5e amendement précise que le président Donald Trump devra écrire une lettre au président du Sénat américain pour les informer qu'il ne pourra plus tenir ses fonctions. Merci beaucoup Mikey, à qui je souhaite la bienvenue au sein de notre rédaction. En Nouvelle-Calédonie, c'est demain qu'aura lieu le référendum d'indépendance crucial qui pourrait séparer définitivement l'archipel pacifique avec la France, qu'il est depuis 1853. Il y a 2 ans, les pro-français qui ne souhaitaient pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie l'avaient remporté pour ce référendum. Aujourd'hui, l'inquiétude est de mise quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie si elle devait être séparée de la France. À Washington, des manifestations ont eu lieu devant l'ambassade turque. Les manifestants dénoncent une agression à Azerbaïdjan, peuplée principalement d'Arméniens, où les combats font actuellement rage suite à la présence de terroristes syriens envoyés par la Turquie. La France a d'ailleurs dénoncé cette intervention. Une offensive militaire d'Azerbaïdjan a été lancée pour évacuer le Haut-Karabakh. Dans le même contexte, les combats se sont voulus d'une extrême violence au début des années 1990. Il y a 30 ans, le 3 octobre 1990, l'Allemagne s'unifiait entre RFA et RDA, soit l'Allemagne de l'Est qui s'est unie à l'Allemagne fédérale de l'Ouest. Auparavant, après 40 ans de division, mais quelles en étaient les causes? Sont-elles aujourd'hui abouties? Regardez ce reportage Décrypte signé Rodrigue Bedin. Que faisiez-vous à cette époque-là? Vous en souvenez-vous? En Allemagne, en 1989 et 90, des gens ont eu le courage de changer le cours de l'histoire avec pour résultat l'émergence d'une nouvelle nation réunifiée. 30 ans après, ce grand bouleversement n'a pas fini de façonner l'histoire tant personnelle que collective des Allemands. En 1990, des scientifiques partent de RDA vers une expédition polaire. C'est par radio qu'ils apprendront que leur pays est en train de changer, une histoire au beau milieu de bien d'autres. Plus de 3,5 millions d'Allemands ont quitté l'ex-RDA après la réunification pour s'installer à l'ouest. 30 ans plus tard, une tendance inverse se dessine grâce au travail de terrain d'agents spécialisés soutenus par les régions et les entreprises. Rarement depuis la chute du mur, le dialogue entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne aura été aussi tendu, après 3 décennies de privatisation, de fusion et de bonnes affaires réalisées par les voisins de l'Ouest. Dévasté par le chômage après la chute du mur, l'Est a beaucoup changé au cours des 10 dernières années et souffre à présent d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ces millions d'Allemands qui ont quitté les 5 Länder de l'ex-RDA dans les années 90 et 2000, en quête de travail et d'une meilleure vie, font aujourd'hui cruellement défaut et très vite, de nombreux responsables politiques se sont demandé s'ils n'auraient pas intérêt à se battre pour ceux qui avaient alors déserté leur ville. La réunification de l'Allemagne est un événement majeur de l'histoire de l'Europe. Celle-ci a indéniablement bouleversé les équilibres démographiques,
économique et politique du continent européen. Les conséquences de cette réunification sont toujours présentes et se font encore ressentir aujourd'hui, avec de fortes inégalités entre l'Est et l'Ouest du pays. L'actualité de ce samedi, c'est aussi évidemment le Covid-19 en France et ce sont 589 653 cas testés positifs, 32 155 décès et 97 778 guérisons. À l'échelle mondiale, ce sont 34 666 560 cas testés positifs, 1 029 394 décès et 24 89 748 guérisons. La situation qui inquiète alors que les précautions sont de mise entre gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire et distanciation sociale qui continue d'être appliquée. On retrouve tout de suite le docteur Gérald Kierzek. De nombreuses questions se posent ce soir. Bonsoir docteur, que doit-on craindre de la situation du Covid-19 pour les semaines voire les mois à venir? Alors, je n'ai pas de cristal, donc je ne sais pas ce qu'il faut craindre, donc pas craindre. Ce que je peux dire, c'est qu'à date, il n'y a pas de situation de panique. Et je crois qu'il faut faire très attention à l'interprétation des tests. Quand on voit le nombre de tests qui augmente, c'est normal. Il y a des tests qui sont faits maintenant plus d'1 million par semaine, donc le nombre de tests positifs augmente, mais finalement, c'est normal. Alors, parmi ces tests positifs, là aussi, c'est quelque chose de plutôt rassurant. Il y a des gens qui sont malades, contagieux, il y a des gens qui sont asymptomatiques, contagieux, et il y a énormément de gens qui ne sont pas malades ni contagieux. Ils ont été contaminés il y a quelques semaines et il y a des débris de virus morts qui restent dans le test et du coup ça gonfle artificiellement les tests positifs. Donc j'aurais tendance à dire qu'actuellement on surestime largement la contagiosité et les tests positifs en les assimilant à des malades qui sont contagieux. Donc on surestime l'épidémie. Donc là aussi, à date, je pense pas de panique. La situation est loin d'être dramatique, y compris d'ailleurs dans les services de réanimation. Nous, les services d'urgence d'activité est plutôt en baisse. Donc globalement, il n'y a pas lieu de s'affoler. Un reconfinement généralisé par région est-il envisageable pour la fin de l'année? Alors, on a pu entendre notamment la prix Nobel d'économie ou l'équivalent du prix Nobel d'économie, Esther Duflo, proposer un confinement à titre préventif. Je crois que c'est pas du tout d'actualité. Médicalement, sanitairement, épidémiologiquement, on n'a aucun argument pour dire qu'il faut faire ça. Les tests positifs, encore une fois, c'est un faux reflet, c'est une surestimation de l'épidémie. Donc je pense que les indicateurs, taux d'incidence chez les plus de 65 ans, et même les places de réanimation, où on voit bien que c'est un critère qui est quand même très discutable. Les réanimateurs prennent des malades parfois un petit peu limites. On peut très bien avoir des patients maintenant qu'on hospitalise, on met de l'oxygène sans les mettre en réanimation parce qu'on a évolué en termes de pratique là aussi et de prise en charge. Donc bref, les indicateurs pour dire attention, ça passe au rouge ou en écarlate et on reconfine tout le monde, je crois que c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé l'a bien compris. On voit bien qu'il y a des mesures qui vont être aménagées, y compris avec ces indicateurs très au rouge ou très écarlate, en disant on ferme pas les restaurants, mais on va leur imposer un peu des mesures un peu supplémentaires. Et je pense qu'en tout cas, le confinement, et même le confinement généralisé ou même régionalisé, n'est pas envisageable. Après, qu'il y ait des clusters, qu'il y ait des endroits où il y a des foyers particulièrement actifs et où il faut protéger, ça c'est clair. Je pense au campus étudiant, il faut arrêter les fêtes étudiantes, ça c'est sûr. Les maisons de retraite, il faut les protéger, ça c'est sûr aussi. Mais vous voyez, on est beaucoup plus sur du sur-mesure. Et c'est pas au national, c'est au régional, voire au local, et c'est même dans certains secteurs d'activité, et c'est sûrement pas, à mon avis, les restaurants. Le virus est-il moins virulent, docteur, que lors du confinement? On a beaucoup entendu de la bêtise sur il a muté, il n'a pas muté. Un virus, ça mute, particulièrement un virus à ARN, le coronavirus, comme les autres virus, il mute. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rentre dans les cellules, il se multiplie, et quand il se multiplie, il fait des erreurs de codage. Alors la mutation, ça peut être une grosse mutation ou une petite mutation, ça peut être vers plus ou vers moins de virulence. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il n'y a pas ni plus ni moins de virulence, ni plus ni moins de contagiosité. On a la même souche qui est globalement à peu près stable, même s'il y a des petites mutations. On a, en termes de virulence, on peut pas dire que ça a un impact particulier. En revanche, toute épidémie, vous savez, vous avez une première courbe en cloche, et puis après, il y a des petites répliques. Finalement, on assiste à une épidémie assez classique, avec des petites secousses, un peu comme un tremblement de terre, plus on s'éloigne du mois de mars. Donc, globalement, en termes virologiques, on n'a aucun argument, à date, encore une fois, les choses peuvent changer, mais on n'a aucun argument pour faire paniquer les gens en leur disant il a muté, il est plus virulent, je ne sais quoi. Ça, c'est fait. Où en sommes-nous en France concernant le vaccin? Aurons-nous des informations à ce sujet? Déjà, première chose, est-ce que le coronavirus est un vaccin qu'on va pouvoir trouver stable, qui confère une immunité
efficace? C'est une première question, on est loin là-dessus. En fait, on est pessimiste, on dirait finalement on ne peut pas trouver de vaccin contre le coronavirus. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun vaccin qui a jamais été trouvé contre aucun coronavirus. Après, on peut être optimiste en disant on va avoir un vaccin dans les prochains mois. Ça, c'est la version optimiste. Après, la question, c'est ce vaccin, combien de fois il va falloir le faire? Est-ce qu'il va protéger tout le monde? À quel taux d'efficacité? Si c'est un vaccin qu'il faut refaire tous les 3 mois parce qu'il vous protège pendant 3 mois et puis après, il n'y a pas de stabilité des anticorps, vous voyez bien que ça a moins d'intérêt qu'un vaccin qu'on fait une fois par an comme la grippe, par exemple. Donc tout ça, ce sont autant de questions ouvertes. Certains essais sont en cours, beaucoup d'essais, il y a plus de 300 candidats vaccins actuellement dans le monde. Certains pays sont très avancés, mais j'allais dire en prenant un peu des risques, notamment la Chine ou la Russie, parce qu'ils se servent de gens comme des cobayes. Donc là, dans nos pays, États-Unis, France, enfin, où il y a des règles éthiques pour faire les essais cliniques, on ne va pas sortir le vaccin dans les semaines qui arrivent. Merci beaucoup, Dr Gérald de Kierzek, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Et avant de se quitter, sachez que 3 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour pluie et inondation. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Côtes-d'Armor. Soyez donc prudents, notamment dans le Cantal, où on attend de fortes précipitations de pluie d'ici demain. Côté ciel, demain, on attend donc de la pluie dans les Ardennes et le long des côtes de la Manche où le soleil fera quelques apparitions. À l'arrière de cette perturbation, on attend des averses et un risque orageux avec un temps maussade de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Dans l'après-midi, le temps lui sera toujours très perturbé avec de la pluie dans le centre et le sud-ouest, risque d'orage notamment pour le Var et la Corse. Le long des côtes atlantiques, soyez prudents avec des risques de vent et notamment le long des côtes de la Manche jusqu'à 80 km/h. Et le long des côtes ouest de la Corse. Et les températures seront douces pour la saison, 3 degrés pour le matin à Grenoble, 8 à Paris, 15 degrés à Périgueux. Dans l'après-midi, on attend 14 degrés à Strasbourg, 18 à Nice et 13 degrés à Vannes. La tendance pour votre début de semaine prochaine avec de fortes perturbations et risque de vent et de pluie, avec là aussi pluie et éclaircies mêlées. Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 15 jours où j'aurai grand plaisir à vous retrouver. Mais avant, vous avez rendez-vous mercredi avec notre clip spécial Octobre Rose, à l'occasion du cancer du sein. Et puis samedi, le retour, cette fois-ci assuré de Romain pour le Mac Découverte, qui fait son retour cette saison. Belle soirée à vous et à très vite.